du point de vue de la géopolitique et de sa politique extérieure, je trouve qu'elle va dans notre intérêt de l'Europe, de la France, et je pense que nous devons jouer les complémentarités, comme je l'ai lu dans la réponse que j'avais faite à Libération. Nous devons jouer les complémentarités entre la Russie et l'Europe occidentale. Maintenant, au niveau de la politique intérieure de Poutine, c'est à peu près la même politique que ce que nous, on a. C'est-à-dire, c'est une politique libérale. Aujourd'hui, ils ont un vrai problème avec, vous savez quoi, le report de l'âge de la retraite. Oui, oui. Ça ne vous dit pas quelque chose? Oui, oui. Il semble qu'on a connu le problème, non? Oui, tout à fait. Ben, eux aussi, ils le connaissent. Et ils vont le connaître. Et ça polémique à l'intérieur. Et moi, je pense qu'en plus, Poutine s'appuie sur l'aile la plus libérale de son establishment, qui d'ailleurs est très ambiguë en matière de relations extérieures, quelquefois. Hein. Donc voilà. Donc c'est un mauvais procès de dire « ouais, c'est un poutinien, machin ». Je n'ai pas à être poutinien ou pas poutinien. Je dis, moi, qu'au niveau de la politique extérieure, ça nous arrange, ou ça devrait nous arranger. Au niveau de la politique intérieure, ma foi, je n'y vis pas, je ne suis pas vraiment concerné, je n'ai pas mon opinion à la limite, ce serait presque la même que ce que je peux juger de certains aspects des politiques salariales, des défenses syndicales des gens, des droits ou de l'application du Code du travail, des choses comme ça. Mais alors ça, c'est pas rigolo. Il vaut mieux porter au nu des étudiantes attardées qui se mettent des masques et qui vont s'amuser à danser dans des églises orthodoxes parce qu'elles savent qu'il leur arrivera à peu près rien, bien qu'elles ont été quand même foutues en prison. Hein. Mais enfin, ça aurait été dans une synagogue, elles auraient été mitraillées comme terroristes palestiniennes, et ça aurait été dans une mosquée, c'était le couteau. Donc, il y a des fois où il faut quand même se modérer un tout petit peu. Alors ça, on en dit, aujourd'hui, dans une des mairies parisiennes, on présente un portrait d'un dénommé Sechin, je crois, ou Senchin, ou je sais plus quoi, je me souviens même plus de son nom, qui est un mec qui a fait un documentaire une fois, alors ça devient un cinéaste. Il a fait un documentaire anti-russe, c'est un cinéaste ukrainien, membre du parti justement d'extrême droite, qui préparait des attentats en Crimée, qui est un militant en fait. Et ce mec a été interpellé en Crimée, eh bien ça devient un martyr de la liberté d'expression, etc. Attendez, on peut peut-être vérifier de plus près quand même. Senchov, je crois. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà l'opposition qu'on soutient. Aujourd'hui, il y a des opposants à la Douma et au Conseil de la Fédération qui disent des choses très intéressantes sur leur analyse de la situation économique intérieure de la Russie. Qu'on disait d'ailleurs au niveau des vessiers et autres comme catastrophique, c'est l'horreur, etc. Il se trouve que Christine Lagarde, aux entretiens de Saint-Pétersbourg, au Forum économique de Saint-Pétersbourg, auquel s'est rendu Emmanuel Macron, a fait des compliments à la politique économique russe et à l'équipe de Poutine. Alors, moi, de mon point de vue, le fait de recevoir des compliments de Christine Lagarde, c'est pas vraiment un compliment. Oui. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Il n'empêche que c'est en tout cas pas, ça ne correspond pas aux attaques de dire ouais, c'est une pompe à essence, c'est rien du tout, etc. Non, c'est un des États les moins endettés de la planète. C'est un État où il y a des réalisations en matière de transport, en matière d'équipement sportif, on l'a vu pour le championnat du monde, et dans beaucoup d'éléments. Donc là aussi, on raconte n'importe quoi. Est-ce qu'il me reste un peu de temps? J'ai encore un élément. Dans une attaque, là aussi, personnelle assez odieuse de la part du bouquin de Vessier, là, elle m'accuse notamment, elle me donne des leçons de journalisme, ce qui est assez malvenu, parce que les procédés qu'elle utilise, notamment de citer du Facebook de ses propres copines et partisans, etc., enfin, ça ne relève pas du journalisme. Des trucs absolument, des allusions, des attaques, de dire, on dit que celui-là, il dit KGB. On dit que, non mais, et qui c'est qui dit, pourquoi, sur quels éléments ils se fondent? Rien, jamais, rien. Rien n'est prouvé, on affirme, sur mon compte, donc, je me retrouve à Pro-Russia,
que je ne connaissais pas, où j'ai jamais été, où j'ai jamais foutu les pieds. Je me retrouve recruteur d'organismes de presse pour lesquels je ne travaille pas. Je suis un troll, mais on ne sait pas qu'est-ce que je troll. Je suis agent poutinien, donc je vous ai expliqué ce qu'il en est, bon, etc. Et alors, à un moment, comme preuve de l'agent poutinien, elle dit « Ah, et puis, on a retrouvé chez Yanukovych, alors j'aimerais bien savoir qui c'est, hein, on a retrouvé chez Yanukovych une facture de son association de 5 000 euros, alors qu'il était journaliste, donc c'est très très malhonnête. C'est 5 000 euros, c'est pas 5 millions, hein, 5 000. Et en disant, voilà, il a reçu des sous. Alors d'abord, c'est chez Yanukovych, c'est pas chez Poutine, donc je vois pas très bien le rapport, mais comme on dit qu'Yanukovych est un agent de Poutine, alors évidemment, là, comme tout le monde est un agent de tout le monde, on y va, quoi. Hein. C'est absurde là aussi. En plus, Yanukovych, il est loin d'avoir été quelqu'un qui a obéi à Poutine, parce qu'il aurait obéi un peu à Poutine, il serait peut-être encore au pouvoir. Bon, ça, oui, tout à fait, tout à fait. Il était prêt à signer un accord avec l'Union européenne, et c'est seulement parce que finalement il s'est rendu compte que ça allait être une boucherie pour son industrie qu'il a décidé d'ajourner la signature et pas la supprimer. Hein. Non, mais en plus il y a eu un accord quand même signé avec 3 ministres des Affaires étrangères, dont la France, mais Fabius est parti en Chine de façon à ne pas avoir à signer, parce qu'il savait que ça allait être trahi. Enfin, il y a 3 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui signent un accord avec Yanukovych, avec l'opposition, et le lendemain, on fait un coup d'État et on vire Yanukovych, et on lui signale dans la nuit qu'on va aller venir l'assassiner. Alors, quand même. Bon, bref, moi je trouve assez honteux comme façon de procéder, et c'est en plus absurde, puisque Yanukovych était d'accord pour faire les élections au mois de décembre, des élections anticipées, donc c'était évident. Oui, mais c'était encore trop tard, c'était trop loin. Bon, voilà. Voilà, alors là on m'accuse donc que dans le palais de Yanukovych, on aurait trouvé cette fameuse facture de l'association, etc. Alors effectivement, j'ai fait une facture comme ça c'est parfaitement vrai. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a eu en fait une délégation de députés ukrainiens qui sont venus effectivement au moment de l'élection de Yanukovych, donc qui a succédé à un monsieur qui s'appelait Yushchenko. Et ce Yushchenko, c'était un nationaliste ukrainien déjà qui était arrivé au pouvoir grâce à la fameuse révolution entre guillemets orange, oui. Pas entre guillemets, et avec une dame qui s'appelait Yulia Tymoshenko, qui n'a pas renoncé, hein, qu'on appelle quelquefois la fée du gaz, un peu méchamment en Ukraine. Oui, elle a fait de la prison pour ça d'ailleurs. Hein. C'est quand même fait une fortune. Elle a eu quelques petits ennuis, et le monsieur qui la protégeait à l'époque, Lazarenko, était un premier ministre qui a fini en prison, qui a été emprisonné aux États-Unis aussi. Enfin bref, peu importe. Le gratin du gangster. Mais il se trouve que Yushchenko et Tymoshenko, qui chassaient tous les deux sur les territoires nationalistes, ne s'aimaient pas du tout, se détestaient. Moi, j'avais travaillé en Ukraine, et notamment, j'avais travaillé en Crimée, à l'époque, sous administration ukrainienne. Et je connaissais, comme je défends l'idée de russophonie en parallèle avec la francophonie, eh bien, il y avait des gens parmi à Kiev que je connaissais qui m'ont écrit en me demandant pouvez-vous nous faire une invitation et nous aider pour venir à Paris parce qu'on est invité par le groupe d'amitié, je ne sais plus si c'était du Sénat ou du Parlement franco-ukrainien. Or, moi je leur dis mais attendez, c'est votre ambassade qui doit vous inviter, même vous loger, vous payer, etc. Oui, mais ça ne va pas parce qu'il se trouve que c'est un copain personnel de Yushchenko qui est ambassadeur de l'Ukraine et il ne veut pas entendre parler de nous parce que parmi nous, il y a 2 députés qui sont des amis de Tymoshenko. Il y a un peu la salade, quoi. Bon, nous, au nom de la russophonie, puisqu'à l'époque, ces gens-là revenaient à la russophonie ukrainienne, qui est la 2e langue quand même en Ukraine, il faut bien le reconnaître, hein, même si aujourd'hui c'est interdit. Enfin, disons, on est dans la même situation qu'en Belgique, logiquement. Hein. Il faut reconnaître le bilinguisme, évidemment. En Ukraine, ils ne veulent pas, bon, et les Américains font tout pour que ça ne soit pas reconnu, d'où les conflits, d'où une des raisons du Donbass. Ben oui. Tout de même. Bon, on veut le nier, on ne veut pas en parler, on veut bien en parler à propos de la Belgique, on ne veut pas en parler à propos de l'Ukraine. Je ne sais pas pourquoi. Ou à propos du Canada. Ben non, c'est pareil, c'est pareil. Il n'empêche qu'au nom de cette russophonie, nous avons donc invité ces députés
nous avons, en tant qu'association, hein, et comme nous avions passé un accord avec des hôtels parisiens, il y avait une chaîne d'hôtels, eh bien nous avions un prix. Et là, c'était un prix près d'un grand hôtel près de la Comédie Française, bon, vous voyez lequel ça peut être, où d'ailleurs on a fourni un drapeau ukrainien, ils ont pu mettre un drapeau ukrainien, nous on avait un accord, on payait je crois 100 ou 150 euros par jour, au lieu des 350 qui était le rec price, c'est-à-dire le prix affiché pour les clients. Ça valait le coup, non, quand même, on était plutôt sympa. Ben, plutôt, oui. Donc les gars, ils sont venus, ils étaient 8, je crois. Ils étaient 8, ils sont restés 3 ou 4 jours. On leur a même organisé une rencontre de presse sur l'Ukraine, les possibilités d'investir, les machins, les trucs, etc. On les a aidés. Il y a eu une salariée de l'association qui a bossé pour cette rencontre de presse, pour écrire les invitations, recevoir les gens. À l'hôtel, ils nous ont fait un prix pour faire une salle. Tout ça, eh ben, c'est rentré dans ces 5 000 euros. Et donc, on a fait la facture et ils devaient nous rembourser les 5 000 euros. Alors, soit dit en passant, malheureusement, ils ne nous ont même pas remboursé tout. Donc, ça, c'est aussi un gros problème. Et ça aussi, ils auraient pu le voir d'ailleurs, hein, dans la comptabilité. Sauf que la comptabilité ukrainienne, là, évidemment, c'est un peu difficile de leur faire confiance. Malheureusement, nous, on a fait confiance. Et mine de rien, on a perdu des sous dans l'histoire. Donc, au lieu de nous accuser de gagner des sous, on en a malheureusement perdu. Mais bon, je ne regrette pas, parce que c'était un voyage assez intéressant, et parce que du point de vue de la russophonie, bah, ça correspondait à ce qu'on veut faire. Donc, ça va, quoi, on a fait. Voilà, donc vous voyez aussi les calomnies à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ma foi, il y avait eu d'autres accusations auxquelles j'ai eu droit. Oui, le fait que, oui, ils disent qu'on a des influences américaines. Alors, écoutez, là, regardez même certaines émissions sur, d'ailleurs, LCI, il y en a eu une récemment, sur l'affaire Alstom. Tous les intervenants ont expliqué que c'était non seulement les 9 milliards qui ont été rackettés à la BNP par les États-Unis, mais à cause de l'extraterritorialité des lois américaines, la France a payé quelques 20 milliards depuis 5 ans aux États-Unis d'une manière totalement infondée. Non sur des lois françaises, mais sur des lois américaines. La BNP a été, entre guillemets, sanctionnée parce qu'elle n'avait pas respecté le boycott américain de l'Iran, de Cuba et je crois du Soudan, ou de la Somalie. C'est pas la France. La France ne boycottait pas ni Cuba, ni Iran, ni la Somalie. Et aujourd'hui, parce que Trump a rompu l'accord nucléaire avec l'Iran, on se retrouve dans la même situation. Nos entreprises, les plus grandes, Peugeot par exemple, sont obligées de partir d'Iran parce qu'ils ont peur d'avoir à payer des amendes aux États-Unis sur leur diktat. Ils veulent nous imposer de leur acheter du gaz. Je ne sais pas ce que Juncker a accepté de signer avec Trump. Parce que Trump est un homme d'affaires redoutable. Et Juncker, malheureusement, j'ai peur qu'il ne soit pas très redoutable, lui. Et qu'en tout cas, il ne puisse disposer, Juncker, celui du Luxembourg qui a été négocié avec Trump au nom de l'Union européenne, ils viennent de signer un accord qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le contenu, mais visiblement, il y a notamment des promesses de vente de soja, ça c'est Trump qui l'a dit, donc on va avoir droit à du soja OGM. Les écolos, qui sont d'habitude des russophobes patentés, acceptent complètement les OGM du soja, l'eau de Javel dans les poulets, quand c'est américain, et la voix de son maître quand même. Ou bien sont prêts à payer plus cher pour du gaz extrait en plus des schistes qu'on interdit chez nous pour ne pas polluer. Sans doute à juste titre. Mais la pollution dans certaines villes des États-Unis, attention, il y a de la population qui reçoit du goudron dans son robinet quand même. Eh bien ça, c'est pas grave. On va acheter leur gaz pour ne pas acheter le gaz russe, qui nous revient moins cher, qui est plus commode, qui n'a jamais eu de rupture de fourniture, sauf quand l'Ukraine a commencé à pomper et à voler du gaz, et qui, en fait,
qui est aussi dépendant de nous que nous d'eux. Ouais. Là, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Parce que eux, ils ont besoin de le vendre, leur gaz. Et nous, on a besoin de l'acheter. Mais eux, l'ennui, c'est qu'à la limite, ils peuvent se retourner et en vendre aux Chinois et à l'Asie, qui a un développement beaucoup plus rapide que nous en ce moment. Tout à fait. Donc, en fait, on ferait bien de faire un peu attention à ce qu'on raconte. Et là aussi, notre presse est criminelle de ne pas envisager les choses au complet. Et il faut bien dire que là aussi, moi je me demande à quel point, justement, il est possible que le président Macron ait commencé à comprendre certaines choses avec ces histoires de sanctions par rapport à l'Iran. Bon, et évidemment, il n'a pas les bras libres. Évidemment, il a été créé par les gens qui peuvent lui dicter aujourd'hui des tas de choses. Évidemment, il a accepté les 2% du PIB pour la défense, alors qu'on n'a pas forcément besoin, ou bien nous, on en aurait besoin, mais on en a besoin en Afrique pour lutter notamment contre Boko Haram et d'autres tendances islamistes, peut-être pour entretenir notre force de dissuasion, certainement pas pour envoyer des troupes en Estonie, où elles n'ont rien à foutre. Hein, où ils s'ennuient d'ailleurs. Mais enfin bon, ils ne s'ennuient pas trop parce que les Estoniennes, elles sont super. Mais il n'empêche, quand même pas exagéré, quoi. Enfin, ça coûte des sous tout ça. Pour rien, pour rien, pour rien. Bref, Trump a imposé 2%, on dit ok, 2%. Et on reçoit aussi des casques blancs syriens, qui sont quand même des frères musulmans, des djihadistes. Il y a des images de frères de casques blancs maniant le drapeau de Al-Qaïda. Oui, et puis la Kalachnikov. Hein. Mais, à côté de ça, il a aussi participé à une opération d'aide humanitaire avec les Russes pour le sud de la Syrie. Ça, c'est nouveau. La presse française en a très peu parlé, bien sûr. Il est allé au championnat du monde, alors que Theresa May lui avait interdit. Bref, il a eu l'affaire Benalla. Ouais. Voilà. Donc, il y a des fois, il a peut-être mécontenté des gens, mais moi, je ne peux que souhaiter que nous arrivions à enfin prendre conscience que nous devons être un État souverain, nous devons être une Europe souveraine, et pour l'être, nous avons besoin des Russes. Et c'est vrai que les Russes font partie de l'Europe. C'est ce qu'a dit Macron, ça. Il l'a rappelé. Alors, est-ce que c'est une ruse pour essayer d'entuber les Russes encore une fois, ou est-ce qu'il le pense réellement? C'est un risque. Ouais. J'espère qu'il le pense réellement, parce que c'est vrai qu'en Russie, il y a un vrai lobby aujourd'hui pour se tourner vers la Chine et vers l'Asie. Et laisser tomber l'Europe, puisque l'Europe, guillemets, nous crache dessus, et tout ce qu'on leur propose, c'est toujours refusé. C'est ce qu'on dit, et c'est ce qui nous vaut d'être accusés de tous les maux, et de nous empêcher de parler, de nous inviter aux émissions. Par exemple, on m'accuse de courir les plateaux de télévision. Ça, c'est Libération, je crois. Mais je les cours jamais. De temps en temps, effectivement, quand je suis invité. Mais je suis invité où? Je suis invité sur France 24, émission anglaise. Jamais sur les plateaux français de nos jours. Plus jamais. Boycott total. Et un des Ukrainiens pro-Maïdan, hein, pro-Bandera, si vous voulez, m'a dit un jour dans un studio de télévision, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes là, on vous avait fait interdire. Vous vous rendez compte? On vous avait fait interdire. C'est au même niveau que cette protestation contre le documentaire, le documentaire sur l'Ukraine. Au même niveau. Voilà la liberté d'expression. On se vante que sur nos journaux, qu'en Russie, il n'y a pas de liberté d'expression. Ben, chez nous, il y a des problèmes quand même. Hein. Et en tout cas, la diversité de l'information, elle est mise en cause sans aucun doute. Alors c'est bien ce que vous faites. Oui, c'est bien ce que vous faites. C'est évidemment très limité au niveau des moyens. Il n'empêche, je pense que c'est bien. Et puis au moins, pour des journalistes honnêtes, des chercheurs honnêtes, eh ben, ils ne seront pas prisonniers du background, comme on dit en journalisme, c'est-à-dire à répéter sans arrêt ce qui a été dit dans les articles précédents. C'est le cas, par exemple, sur Beslan, où tous les ans, ça va être le 1er septembre, la commémoration de Beslan, tous les ans, les agences répètent ce qu'elles ont dit l'année précédente, comme on dit avec les marronniers, comme on dit en argot de la profession,
c'est-à-dire les vendeurs de merguez le 14 juillet autour des Champs-Élysées, etc., etc., etc. Bref, c'est ça. On va répéter, on va reprendre les mêmes affirmations fausses qui sont venues une fois. Et ça, c'est une des tactiques de la russophobie d'ailleurs, de la déformation de l'information en général, par exemple sur l'affaire de l'immixtion entre guillemets russe, la soi-disant immixtion russe dans les élections américaines, c'est de répéter sans arrêt la même chose, ça s'inscrit dans les backgrounds, ça s'inscrit dans l'informatique, et quand on cherche, on retrouve ça, et la facilité, et il faut bien le dire, la pression du temps fait qu'on reprend ça et qu'on réimprime les mêmes conneries chaque année. Et quelquefois, ça confine à l'odieux. Ouais, comme les attaques dont vous avez été l'objet, les attaques ad hominem, qui d'ailleurs ne se sont pas poursuivies au-delà de l'année 2014, ce qui prouve bien que la situation en Ukraine a dû jouer son rôle. Non, puis j'étais boycotté. Oui, mais en même temps... Donc j'avais plus besoin d'être détruit. Oui, c'est possible. Ils pouvaient me détruire tant que j'apparaissais. Enfin, tant que vous êtes vivant, le problème c'est qu'il n'est pas réglé pour eux. Donc, ça va, ne leur donnez pas des idées. Oh. Voilà. Et bon, je pense que vous nous avez très bien, comment je dirais, convaincu que la seule chose qui vous importe, c'est les arguments et pas les attaques personnelles. Et d'ailleurs, je crois que les internautes en général ont commencé à en avoir assez marre de ces attaques ad hominem précisément, et qu'ils ont commencé à s'informer par eux-mêmes. Et c'est la raison de la déconfiture des médias mainstream, hein, leur déconfiture qui s'exprime dans le financement public, qui sont quand même des sociétés privées, qui auraient disparu sinon sans ça. Hein. Donc il y a un changement d'époque. 2014, c'était il y a presque 4 ans, mais finalement c'est une autre époque, c'est déjà une autre époque, et aujourd'hui j'espère que ce droit de réponse que je vous ai permis d'avoir, hein, avec mes maigres moyens, permettront définitivement on dirait de permettre à l'internaute de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, moi, je ne tenais pas du tout à me justifier, hein, je vous le garantis. Mais comme vous aviez des questions et que visiblement vous aviez plusieurs internautes de ceux qui regardent vos émissions qui se posaient effectivement des questions, oui. Je pense que c'est utile de répondre, de donner quelques précisions. Encore une fois, j'ai des textes qui sont sur Internet en réponse à Vessier, à Libé, tout ça, ça existe. Je les invite à lire si ça les intéresse. Hein. Ce n'est que très modérément intéressant, il faut bien le dire hein, quand même. Ce qui est intéressant, c'est la méthode pour essayer d'éliminer des gens qui risquent d'être gênants parce qu'ils disent quelques vérités et que finalement, à propos de l'Ukraine, qui est-ce qui avait raison? C'était nous. Oui, absolument. Très bien. Merci. Je vous en prie, merci Dimitri, à très bientôt pour la 11e vidéo avec vous. Au revoir. Bonne fin d'après-midi, au revoir.